Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative du groupe Vinci. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence avec le cours de l'action suite à la publication du premier trimestre. On est au plus haut. Est-ce qu'il faut s'accrocher à l'arbre qui monte jusqu'au ciel? On va regarder ça ensemble. Hop, le chiffre d'affaires. Alors, on n'a pas le chiffre d'affaires trimestriel pour les sociétés européennes sur l'outil que j'utilise qui s'appelle Coifin. Donc, ce qu'ils nous mettent ici, c'est un résultat semestriel divisé par 2. Ça, c'est pas bon. Ce qu'on peut regarder, c'est sur le site de l'entreprise de Vinci, la publication du chiffre d'affaires. Ils nous disent 4% de hausse, 16,3 milliards d'euros sur le premier trimestre 2025. Bon. Donc, ça c'est à peu près faux, hein. Donc, comme il y a eu 4% de croissance, en fait, on devait être à 16 combien? 16,2, quelque chose comme ça. Donc bon, on est sur une petite croissance sympathique, hein. On est dans un secteur qui est mature quand même, hein. Le BTP, construction, ingénierie de projets, voilà, donc travaux publics, etc. C'est quand même mature. La société fait de la croissance organique et des acquisitions également. On est sur 21,6 milliards d'acquisitions en 10 ans. Ça représente quand même un bon tiers de la market cap. Donc on est sur une croissance, on est plutôt sur un consolidateur de marché, ce qui lui permet d'augmenter ses parts de marché, et avec une petite croissance organique également. Alors, ensuite on va aller regarder les taux de marge du groupe Vinci. Il faut voir comment ils calculent leur taux de marge brut et leur taux de marge d'EBITDA, parce que, en plus l'outil que j'utilise, hein, il retraite les chiffres. Donc potentiellement on a des situations un peu étranges où on a l'EBITDA qui est au-dessus de la marge brute. Bon, ce qu'on va regarder, c'est que en tout cas ces taux de marge sont en hausse, en tout cas le taux de marge brut est en hausse, donc ça indique une meilleure position concurrentielle pour Vinci. Le taux de marge d'EBITDA suit cette trajectoire, donc on arrive à maintenir l'efficience opérationnelle. Et par contre le taux de marge nette, lui, ne suit pas cette hausse. D'où est-ce que ça peut venir? À mon avis, il faudrait aller voir dans le compte de résultat. Je pense que c'est le résultat financier qui impacte ce taux de marge nette. Vu que le groupe utilise pas mal de dettes pour son activité, les charges d'intérêt impactent le résultat financier et donc le résultat net. Et les taux d'intérêt ont quand même beaucoup monté entre 2022 et 2024. Donc ça a pu impacter l'entreprise. À confirmer, aller dans le compte de résultat pour voir si c'est bien ça dont il s'agit. Si on regarde en termes de free cash flow, le taux de marge de free cash flow est quand même beaucoup plus élevé et suit plutôt la trajectoire des taux, des autres taux, là, taux de marge brute et taux de marge d'EBITDA. Donc le résultat net finalement c'est plutôt comptable, hein, mais on va aller voir ensuite, on va aller voir tout de suite d'ailleurs la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Et donc voilà, hein, c'est ce qu'on voit. C'est qu'en fait, en réalité l'entreprise, ce qu'elle gagne réellement, ça se trouve dans les free cash flow et pas dans les bénéfices nets, donc elle doit déprécier beaucoup de choses, avoir beaucoup de dépenses non cash. D'abord on regarde si le BFR s'améliore, il est en amélioration excellente, le BFR, 40 milliards d'amélioration, donc ça veut dire que l'entreprise a de moins en moins besoin de cash pour ses activités, donc ça libère du cash pour faire autre chose. Ensuite, est-ce que la dépense en capital a baissé par rapport aux dépréciations et amortissements? On est sur un niveau équivalent, donc on maintient l'appareil productif, donc ça c'est bien. Par contre, le fait qu'on maintienne, ça ne dégage pas d'excédent de free cash flow, donc on baisse pas les capex. Et est-ce qu'on a du other non-cash items? On en a pour 10 milliards, donc ça aide aussi les free cash flow. Donc là, vous n'avez pas l'ensemble de l'image, hein, pour savoir d'où vient la différence. Donc à vous de faire le travail, si vous souhaitez savoir, allez dans le tableau de flux de trésorerie de l'entreprise et vérifier en fait d'où vient cette différence entre bénéfice net et free cash flow. Pour valoriser l'entreprise, à mon avis, on peut utiliser les free cash flow. S'il n'y a pas de dette, préférence personnelle, hein, vous pouvez toujours utiliser les free cash flow, hein, pour valoriser, mais ça tient pas en compte l'impact de la dette si on veut rembourser la dette à anticiper, par exemple, avec les free cash flow. Donc moi je préférais utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA s'il y a de la dette. D'abord, on va regarder la rentabilité opérationnelle. Donc le rendement des capitaux investis en médiane il est à 7,17%. C'est correct pour une société industrielle européenne, ça dit en passant, parce que le rendement des capitaux investis au numérateur, on a net profit after tax, et donc il y a taxes, et les taxes sont plus élevées en Europe, voire en France, donc si vous comparez à une société américaine, évidemment la rentabilité sera plus élevée. Bon, on se trouve à 8,9% en décembre 2024, c'est un niveau tout à fait convenable, c'est
au-delà de la croissance, hein, si on regardait la croissance en rythme annualisé, en variation, on est en médiane à 7%, on est légèrement au-dessus. En plus, il y a de la croissance externe ici. Donc, ce qu'on veut, c'est autofinancer la croissance organique avec la rentabilité, avec le cash qu'on dégage. Et c'est largement rempli, hein, cette condition pour Vinci, donc pas de problème. Ensuite, l'endettement de la société. On est sur une société qui utilise quand même beaucoup de dettes pour son activité. On est sur 2 fois l'EBITDA en dette nette, ce qui est un niveau qui reste soutenable. Pour les free cash flow, c'est 3 fois, un peu moins de 3 fois, donc pas de problème, hein, sur la dette. Pour ainsi, ils sont habitués. Le management est à l'aise en fait avec ce niveau d'endettement et c'est structurel dans ce secteur, donc pas de problème ici. Surtout que l'EBITDA monte et la dette semble se stabiliser, donc on va pouvoir tranquillement faire baisser le levier dans les prochaines publications. Aucun souci là-dessus. Ensuite, la rémunération de l'actionnaire. On est sur un rendement total de l'actionnaire à 5,6%, c'est quand même intéressant, hein, pour un profil plutôt rentier. On est sur même pas un tiers des free cash flow versés en dividendes, donc on a de la marge pour continuer à augmenter le dividende. On pourrait racheter des actions. Il y a un peu de dilution sur Vinci. Il y a un plan d'actionnariat salarié assez célèbre, hein, qui s'appelle Castor, là, qui rémunère les salariés en actions. C'est très bien, hein, ça c'est super pour fidéliser les salariés. Ce qui serait bien, c'est que le management compense la dilution en faisant des rachats d'actions pour les annuler. Comme ça au moins ça maintiendrait un niveau d'action, un nombre d'actions stable, et ça éviterait la dilution. Bon, cela étant dit, c'est quand même assez faible comme dilution, et le rendement d'actionnaire est tout à fait copieux et sécurisé à ce niveau-là. Intéressant pour un rentier, donc. Mais est-ce que c'est intéressant également pour un investissement plutôt value? Si on regarde en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est presque dans ma zone. Moi, c'est ma zone, hein, c'est un critère à moi qui est à 7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Vous pouvez être plus strict, hein, si vous êtes un investisseur plus défensif. Moi, cette fois, ça me conviendrait. On est légèrement dessus dans l'absolu, mais par rapport à l'historique, on est décoté, hein, on est à 20% de décote. C'est pas mal, hein. Vous avez mis une marge de sécurité sur Vinci, donc conclusion du dossier. Moi, je pense que même si on est au plus haut ici, c'est pas un mauvais prix, hein, pour Vinci à l'heure actuelle en termes de valorisation. Surtout que c'est un secteur plutôt c'est plutôt cyclique quand même, mais ils sont très bien diversifiés à l'international, ils sont dans des zones à forte croissance, donc je pense que même si l'Europe c'est un peu mou, ils sauront faire de la croissance ailleurs. Donc Vinci, c'est intéressant, mettez en watchlist si vous pensez ouvrir une position, ou faites vos analyses de votre côté, faites vos propres recherches, c'est pas un conseil d'investissement, et si cette vidéo vous intéresse, mettez un pouce vers le haut, et moi je vous dis à la prochaine, à bientôt.